c'est clair. Voilà. C'est beaucoup, hein. Alors, dans le cadre donc, de sa visite de travail aux États-Unis d'Amérique, M. Ali Ouba, le président de l'organe provisoire, c'est bien provisoire du modèle, Mouvement démocratique libéral, animera une conférence débat. Ça sera donc ce dimanche 21 août à partir donc de 16 heures. Et chers amis, ça sera donc à New York Community Center, 545 East, 156e Street. C'est donc à Branch. Je connais bien cet endroit. Donc, rendez-vous là-bas et allez poser le maximum de questions à M. Aliouba concernant la situation sociopolitique de la Guinée. Il sera l'homme qu'il faut pour vous donner le maximum d'informations. Donc, tous les auditeurs du Jacques Roger Show qui nous suivent dans les quatre coins du monde, bon, ceux qui sont donc dans la grande métropolitaine de New York peuvent s'y rendre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est en ligne. On va rapidement du côté donc, de New York pour avoir donc notre invité, M. Aliouba. Comment allez-vous, cher ami, si vous êtes en ligne? Oui, bonsoir Jacques Roger. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs de votre média. Et merci beaucoup, encore une fois, pour l'opportunité que vous nous accordez de participer à votre célèbre émission de Jacques Roger Show. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci, cher ami. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de venir à l'émission, j'avais amené, donc, si vous voulez, la publicité à un ami, mais il m'a appelé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'Aliouba fait aux États-Unis alors que la danse se passe aujourd'hui à Conakry? Pourquoi il quitte Conakry? Est-ce que c'est l'exil? Alors, je vous permets de répondre, évacuer cette question rapidement. Alors, allez-y. Oh non, vous savez, Aliouba, il essaie d'être partout. On a besoin de lui, hein. Donc, je crois qu'on ne me fera pas le procès de me déplacer de venir rencontrer les Guinéens des États-Unis qui comptent autant que les Guinéens qui vivent sur le territoire national. Ce qui se passe en Guinée, c'est vraiment dramatique, mais Aliouba est resté en Guinée pendant les moments les plus difficiles de l'histoire politique récente de notre pays. Les 4 dernières années du régime d'Alpha Condé ont été des moments critiques et je pense que ceux qui observent la Guinée et l'opinion publique témoignent que j'ai été l'un des rares leaders à être resté en surface avec toute la constance et la détermination jusqu'à la chute du régime d'Alpha. Donc, je ne suis pas de nature à fuir mes responsabilités et je n'ai jamais envisagé l'exil dans ma vie, encore moins dans ma carrière. Donc, je suis là pour des besoins, comme cela est mentionné dans l'intitulé de votre présentation. J'étais en Europe il y a quelques mois. Je suis rentré en Guinée pour participer à la dernière rencontre avec le Premier ministre et le CNRD le 27 juin dernier. Et après, je suis venu aux États-Unis. C'est un calendrier qui a été établi par la Fédération du modèle aux États-Unis. Ça fait un moment. Il est de mon devoir et de ma responsabilité de répondre à toutes les sollicitations de la communauté guinéenne. Donc, que cela ne soit pas extrapolé. Ça n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit de particulier et le modèle est au-delà de ma personne. Nos instances sont impliquées dans toutes les activités en cours à Conakry et à l'intérieur du pays. On peut parler donc d'une campagne d'information et d'explication, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Vous savez, depuis que le parti a été lancé à l'international à travers le meeting de 2018 qui s'était tenu et d'ailleurs à l'occasion duquel vous nous avez reçus et vous avez couvert aussi les activités de ce meeting de lancement ici à New York en novembre 2018. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 4 ans. Le modèle a grandi et continue de se positionner et se préparer pour les éventuelles consultations électorales. Entre-temps, il y a eu l'agrément qui a été obtenu, des structures ont été mises en place ici et au niveau interne, et également notre participation dans la lutte contre le 3e mandat, notre implication dans le processus de la transition à travers nos mémorandums, nos propositions, etc., etc. Donc, beaucoup de choses se sont passées en 4 ans. Covid aussi est passé par là, près de 2 ans sans que les Guinéens ne puissent se retrouver comme tous les autres en meeting politique à discuter. Et tout ça a contribué à amener la fédération du modèle États-Unis sous le leadership de l'ancien fédéral qui est devenu le 3e vice-président du parti, Abdoulaye
Elhadji Abdoulaye Souma, donc d'initier un programme, et j'ai répondu à cet appel pour être là, pour partager avec eux tous ces derniers développements de l'actualité du parti, et aussi on a quelques rendez-vous politiques ici aux États-Unis, et vous savez qu'au mois de septembre, New York est le rendez-vous de tous les dirigeants du monde à travers les assemblées générales des Nations Unies. Donc, c'est aussi une occasion pour le parti de consolider certaines relations qu'il construit à l'international, et aussi parler de l'Afrique dans un cadre plus global. Donc, ça veut dire que c'est un agenda très chargé. Très chargé. Alors, et la rencontre d'Atlanta, comment ça s'est passé? L'ambiance et tout ça? Très bien, très bien, très bien, Jacques Roger. Je profite de votre antenne pour féliciter tous nos compatriotes d'Atlanta et les représentants du modèle dans la localité qui se sont vraiment organisés et se sont donné la main pour tenir un meeting à succès. Vous avez vu les images, il y a eu une forte mobilisation de la communauté guinéenne d'Atlanta et dans la périphérie. Et nous avons eu 2 heures et demie d'échange avec nos concitoyens qui vivent là-bas, et le débat était de qualité. J'ai beaucoup apprécié le niveau, là où on a mis le curseur, et le modèle a répondu à toutes les sollicitations. Il y a eu un débat interactif très très riche, et ça nous a permis de générer un nombre d'adhérents très très élevé, et au point où la Fédération des États-Unis envisage aujourd'hui d'installer carrément une section à Atlanta, et nous espérons qu'elle grandira pour devenir une autre fédération à travers les réformes en termes d'implantation qui sont en train d'être déployées à partir du département des implantations à partir de Conakry. Donc il y a une densité qui se crée au niveau d'Atlanta, et nous espérons que New York va faire 3 ou 4 fois plus. Ça, il n'y a pas de doute. Et nous attendons ce dimanche-là que nos concitoyens se mobilisent afin qu'on partage avec eux nos idées, nos valeurs, nos préoccupations et notre lecture de la situation des événements en cours. Alors, de façon ramassée générale, comment se porte votre parti? Tout à l'heure, avant donc de me préparer pour cette émission, je suis allé sur votre page et j'ai vu qu'il y avait à peu près au moins 450 000 adhérents. Est-ce que ce sont des adhérents guinéens, ou bien de façon générale, tout le monde peut adhérer? Écoutez, c'est complètement ouvert. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons un engouement qui se concentre autour du parti, parce que la période de la transition a été une période qui devient favorable pour une recomposition du paysage politique. Ça, c'est naturel. Et les gens ont pris le temps d'observer le modèle à l'œuvre. Depuis la création du parti, vous avez suivi déjà ce qu'on a enduré pour l'obtention de l'agrément. Près de 3 ans, on a été privé de ce que la Constitution nous donnait comme droit, et finalement l'endurance, la persévérance et la solidarité ont payé pour que cet agrément soit décroché au niveau de la Cour suprême de la République de Guinée avec la manière la plus respectable possible. Et par la suite, nous nous sommes déployés. Avant que moi je ne vienne là, j'ai visité certaines de nos structures jusqu'au nord de la Guinée, près de la frontière de Koundara. J'étais à Sambailo. Une bonne partie du nord de la Guinée a été couverte par mes équipes et moi-même. Et de l'autre côté, nous avons des missions actuellement en Haute-Guinée, en zone forestière, pour valider les structures provisoires que nous avions en place, parce que nous sommes en train de nous préparer activement pour la tenue du congrès national du parti qui va se faire au plus tard au début de l'année, ou tout au moins à la fin du dernier trimestre de l'année. Donc tout ça, ce sont des activités réelles que nous menons, et nous avons un projet de société vendable et auquel beaucoup de nos concitoyens s'identifient. Et c'est pourquoi la vague d'adhésion, elle est vraiment très intéressante, dans la mesure où nous avons des plateformes numériques, nous avons des formes d'adhésion physique. Et je vous dis, par exemple, à Atlanta, moi j'ai été impressionné par le nombre de personnes qui étaient dans la salle, qui après le débat a manifesté de l'intérêt à figurer sur les registres d'adhésion du parti, acheter leur carte de membre et s'acquitter de leur cotisation. Donc tout ça, ce sont des bons indices.
Et nous pensons que le modèle aux prochaines élections sera la bonne surprise. Même surprise, il faut mettre entre guillemets parce que le potentiel aujourd'hui est évalué. Donc, en tout cas, nous nous préparons pour les challenges électoraux. Raison de plus pour nous de faire en sorte que cette transition se passe dans les bonnes conditions afin que les élections puissent déterminer quels sont les Guinéens qui vont mériter la confiance des électeurs et que ceux-ci puissent exercer les responsabilités publiques à travers des mandats électifs clairs au niveau local et au niveau national. Et justement, certains observateurs pensent que la rencontre avec M. Macron l'année dernière a été un tournant dans votre carrière, que vous êtes le plus grand bénéficiaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, oui, cet avis s'exprime souvent quand je rencontre non pas seulement les concitoyens que je rencontre en Guinée et dans le monde, mais beaucoup d'Africains. J'ai l'occasion de me faire identifier, que ce soit dans les rues, à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Genève, que ce soit à Dakar ou en Guinée ou ici aux États-Unis, où beaucoup de personnes me témoignent quand même de leur fierté et de leur marque d'estime suite à ce débat du 8 octobre 2021 qui s'est tenu à Montpellier. Parce que ce jour, nous avons représenté l'Afrique, c'était au-delà de la Guinée. J'ai un de mes amis qui est un de vos compatriotes, Jacques Roger, Arthur Banga, qui est à Abidjan, avec qui est professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny, avec qui j'étais. C'était vraiment très, très honorable pour nous de représenter le continent sans aucune prétention. Ça c'est clair, mais le mécanisme par lequel ces 11 jeunes se sont retrouvés autour du président Emmanuel Macron, c'est un travail de 8 mois qui a été établi. C'est cet aspect que beaucoup de personnes ignorent. Il y a eu un travail de 8 mois qui avait été mené par des intellectuels du continent, pas les moindres, qui sont connus pour leur intégrité, leur amour pour l'Afrique et pour leur qualification. Quand on parle d'un homme comme Achille Bembe, c'est l'un des plus grands historiens du continent, et politologue également, qui enseigne dans les universités les plus prestigieuses en Afrique et même ici aux États-Unis. Souleymane Bassir Diagne, qui est le chef du département Afrique de l'Université de Columbia à New York. Tout le monde sait que Columbia, c'est pas n'importe quoi. Et quand on sait Felwine Sarr, qui enseigne dans une université à Raleigh, en Caroline du Nord, Alema Bankou à UCLA et beaucoup d'autres, des instituts africains du monde. C'est ceux-là qui ont travaillé pendant 8 mois à faire un échantillonnage sur la vision de la jeunesse africaine des relations entre l'Europe et l'Afrique et qui sont arrivés à choisir par le fait d'un processus de sélection très rigoureux pour un échantillon de 4800 personnes, je vais faire partie des 11 personnes qui ont été finalement sélectionnées. Je pense qu'il y a de quoi quand même être fier d'avoir représenté, je dis bien, le continent. Et je crois que par la suite, nous avons continué de travailler. Nous avons aujourd'hui des relations quand même très poussées avec le président français et son entourage parce que c'est son souhait qu'ensemble qu'on essaie de rebâtir des nouvelles bases d'une relation de co-construction, pas une relation paternaliste. Bien qu'il y a encore des résultats à avoir, il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs projets sur lesquels nous travaillons ensemble. J'ai l'honneur de faire partie de 2 qui sont des projets précis. En l'occurrence, je suis membre du conseil d'orientation du Fonds d'innovation pour la démocratie qui aura bientôt son siège à Pretoria en Afrique du Sud, au compte du continent africain. Nous avons 4 pays pilotes, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, sur lesquels nous sommes en train de travailler avec des associations de jeunesse. Et je siège aussi au niveau du conseil d'orientation de l'Agence intercontinentale pour la transparence économique et financière. Donc, en tant que Guinéen, j'essaye au maximum de moi-même d'initier des choses en Guinée pour pousser d'autres jeunes à faire partie de ces cercles afin de permettre à notre nouvelle élite de mieux s'intégrer dans la sphère internationale des travaux et tous ensemble, nous aimons nos pays, mais nous aimons l'Afrique autant. Voilà. Merci beaucoup, M. Ba. Vous et moi, rarement, nous avons parlé de très bonnes choses en parlant de la Guinée. C'est toujours le côté négatif que nous sommes obligés donc, de
si vous voulez, de présenter, hein, si vous voulez, à notre audience, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Guinée? Je sais que vous aviez toujours dit que votre pays, la Guinée, est toujours géré à partir donc, de l'antichambre donc, du pouvoir. Donc, la question fondamentale que je vais vous poser, hein, comment fonctionne, si vous voulez, le système qui gouverne votre pays aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est quand même triste que nous soyons, comme vous le dites, Jacques, c'est tout le temps à parler de crise de la Guinée à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter. Malheureusement, c'est une sorte de cycle interminable pour notre pays, à son histoire, une histoire très, très douloureuse et qui continue de se perpétuer parce que nous n'avons pas eu la chance et l'opportunité d'en faire une rupture d'avec ce passé et de rebâtir sur de nouvelles bases. Loin de moi d'avoir la prétention de connaître les rouages du pouvoir, mais étant acteur politique, j'ai aussi ma façon de voir les choses et mes sources d'information et ma façon de concéder le fonctionnement de mon pays. Et certainement, je sais que vous faites partie de ceux qui me lisent. Souvent, j'essaie de traduire ça par des tribunes, des réflexions, des propositions et tout ça. Moi, je crois que la Guinée, malheureusement, il y a un système qui s'est mis en place depuis le premier régime qui fondamentalement n'a pas changé, c'est-à-dire un État dont quelques individus se sont accaparés, qui sont les moins méritants de la société. Et tous ceux qui ont du mérite ont décidé de se mettre à l'écart, le mérite par rapport à leur parcours académique, leur parcours professionnel, leur éducation sociale, des valeurs culturelles et sociales fortes qu'ils ont. Vous voyez en Guinée, très souvent, c'est ceux-là qui sont éloignés de la vie politique, de la vie publique. Et malheureusement, la nature ayant horreur du vide, ils se sont fait remplacer par des gens qui sont des moins que rien, qui n'apportent rien du tout à la société si ce n'est pas le malheur et la misère. Et malheureusement, c'est ceux-là qui gouvernent la Guinée parce que ceux qui devraient le faire mieux ont décidé de s'en éloigner. Donc, c'est l'une des principales raisons qui explique que jusqu'à présent, nous sommes en situation de blocage, on tourne à rond. On a l'impression que les choses changent, mais les fondamentaux restent. Et que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des civils, à chaque fois que des gens arrivent au pouvoir, que ce soit par un putsch militaire, puisque c'est arrivé régulièrement, c'est la troisième transition de l'histoire de notre pays, que ce soit par le fait des civils qui arrivent au pouvoir, si vous les vérifiez très bien, vous vous rendez compte que c'est les gens les moins méritants des corporations qui arrivent aux affaires. C'est ce qui a d'ailleurs motivé que le modèle s'engage en politique, parce que nous pensons que, et nous le disons souvent, si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que vous. Et donc, nous ne voulons plus continuer de subir une gouvernance médiocre. Nous voulons être des acteurs qui pèsent dans le rapport de force. Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est que la Guinée a la malchance d'être un pays qui a choisi de s'isoler. Quand je le dis, c'est parce que les choix politiques opérés au lendemain de l'indépendance et par la suite qui ont été consolidés par les différents régimes qui se sont succédés ont fait que nous sommes un pays qui intéresse moins des personnes importantes et des pays importants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, vous voyez une plus grande mobilisation de ce qu'on peut appeler la communauté internationale, en tout cas les intérêts qui sont en jeu en Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan politique, économique, géopolitique, sont des intérêts plus importants, ce qui fait qu'il y a une certaine solidarité internationale, même si elle n'est pas gratuite, même une certaine solidarité, une mobilisation internationale pour résoudre le problème. Quand ça se passe au Sénégal, vous voyez que c'est le même engouement. Par contre, quand cela se passe en Guinée, au Mali, quand ça se passe en Centrafrique, au Burundi et d'autres pays, vous voyez presque que c'est la même indifférence. Donc, on a eu l'occasion de vérifier tout ça par le fait que aujourd'hui, je suis dans quelques connexions au niveau international, que ce soit les institutions ou les chefs d'État. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parle de la Guinée, c'est comme si c'est un fait divers. Et ça me fait très, très mal. Donc, nous avons la responsabilité de réhabiliter la pratique politique dans notre pays, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit perçu comme étant un pays récalcitrant dont personne ne veut parler et dont tout le monde laisse à son propre sort. Alors, justement, en parlant donc de la transition, dans 2 semaines, ça va faire pratiquement une année que le colonel Mamadi Doumbia
est à la tête de votre pays. Hein. Certains disent qu'il vous a reçu déjà à plus de 2 ou 3 reprises. Hein. De façon générale, comment vous trouvez le colonel Mamadi Doumbouya, sa personne, hein, sa personnalité? Hein? Bon, écoutez, vous savez, lorsqu'ils ont pris le pouvoir le 5 septembre dernier, déjà, nous assumons nos responsabilités d'avoir combattu le coup d'État civil que Alpha Condé avait initié par le fait du 3e mandat. L'armée étant une corporation de la société, l'armée a pris le pouvoir le 5 septembre, nous avons pris acte du coup d'État et par la suite, il y a eu des discussions avec des acteurs politiques et sociaux. Le colonel lui-même, comme vous l'avez notifié, j'ai eu à le rencontrer la première fois à l'occasion de la rencontre avec la classe politique de façon générale le 14 septembre. Et mon discours, quand même, il est sorti sur les réseaux et j'avais pris soin de lui dire ce que je pensais ce jour, tout en lui prodiguant un certain nombre de conseils parce qu'ils venaient tous d'arriver au pouvoir, donc ils étaient plus ou moins mystérieux pour les Guinéens. Et je n'ai pas manqué ma responsabilité au nom du modèle de lui dire comment je voyais les choses et qu'est-ce qu'il fallait éviter comme piège. Bon, par la suite, il m'a témoigné de son estime et de sa considération vis-à-vis de ma personne, tout en me disant qu'à chaque fois qu'il aimerait savoir mon avis, et toutes les fois qu'il l'a sollicité, je n'ai jamais manqué de le lui dire de façon complètement désintéressée. Et le modèle a discuté des offres qui nous ont été faites, en l'occurrence, participer à la gestion de la transition. Je me suis référé au parti et des discussions ont été ouvertes et le parti a dit clairement que nous ne voulons pas prendre des responsabilités dans une quelconque autorité de transition, mais nous continuons d'accompagner, si les autorités de transition sont de bonne foi, nous allons les accompagner par nos idées à travers nos mémorandums, par nos relations à travers nos contacts au niveau interne et au niveau international, par notre crédibilité auprès de l'opinion publique, mais tant que cette bonne foi est prouvée, nous continuerons de le faire. Le jour que nous sentirons que la transition n'est pas de bonne foi et qu'elle veut encore replonger la Guinée dans les pratiques que nous avons combattues, nous prendrons nos distances, d'autant plus que nous ne sommes demandeurs de rien du tout et nous sommes une organisation politique dont le rôle et le devoir est de participer aux compétitions électorales. Nous n'avons pas créé un parti pour profiter d'une transition, encore moins choisi le raccourci pour arriver au pouvoir. Si nous avons créé un parti, nous avons enduré toutes les difficultés de l'ancien régime pour obtenir un agrément, c'est pour que notre projet de société soit rendu visible et dans la pratique et nous participons aux élections afin que les Guinéens nous fassent confiance, qu'on puisse briguer des responsabilités au niveau des communes, au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Et nous sommes restés sur cette dynamique. Nous avons toujours répondu favorablement tant qu'on a sollicité nos idées. Tous nos mémorandums ont été transmis par voie officielle au président de la transition qui le demandait. La présidence de la République, à travers son secrétariat général, a enregistré tous nos mémos. Nous avons les archives. Le colonel lui-même a reçu tous ces documents par le fait de ma personne et m'a toujours fait savoir qu'il en était très content de la pertinence, malgré que je ne vois pas l'application de tout ça sur le terrain. Mais nous ne regrettons rien parce que nous voulons accompagner la Guinée et pour l'intérêt de la Guinée. Mais aujourd'hui, la situation telle qu'elle est et la façon dont elle se dégrade, je ne peux pas vous cacher que c'est une grosse déception parce que nous avons pensé qu'il n'y a pas une transition qui a eu autant de chances de réussir que celle du CNRD. Malheureusement, il semble être emporté par un autre agenda qui n'est pas un agenda dans l'intérêt de la Guinée. Et puisque c'est de cette façon, nous sommes obligés de nous ériger contre ça et de combattre les mêmes fléaux parce que nous restons constants par rapport à nos valeurs. Nous ne sommes pas fidèles à un individu, nous sommes fidèles à nos valeurs et à nos principes. C'est de cette façon que nous fonctionnons. Concrètement, ce qui veut dire que vous avez été reçu par le colonel Doumbouya, vous avez fait la proposition soit de rentrer dans le gouvernement ou bien de travailler avec lui, mais votre parti s'est opposé. C'est ce qui c'est. Est-ce que tout à voilà, fait, c'est cela. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, parlons maintenant de la transition, Monsieur Aliouba. Nous sommes dans un pays où généralement on a du mal à définir parfois des mots. Hein.
On parle de concertation, on parle donc de dialogue. On a passé pratiquement 6 mois à batailler. Hein. Aujourd'hui, on se focalise sur la durée de la transition. D'un côté, le CND propose 36 mois, voilà, disons, le CNT a proposé 36 mois, ce qui a été accepté. De l'autre côté, certains acteurs politiques proposent 24 mois. Vous avez proposé 20 mois. Est-ce que c'est vraiment important la durée de la transition? Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qui doit être fait dans la transition? Où vous vous situez dans tout ça? Vous avez approché ce qui est un peu marrant, c'est lorsqu'on essaie de dissocier deux choses qui sont indissociables. Parce que c'est là on a envie de nuire le débat, mais en réalité, c'est plutôt une subtilité dans le langage pour faire consommer plus de temps. Lorsqu'on parle du contenu et de la durée, on ne peut pas les dissocier. Tout dépend de la volonté que nous avons pour aller de l'avant. Je veux dire, de ceux qui conduisent la transition. Je vous donne deux exemples concrets. Moi, j'aime bien raisonner avec les exemples parce que c'est plus pratique et je suis à la limite un enseignant, donc ça me facilite un peu, ça me permet de faciliter un peu la compréhension. Au temps de Lansana Conté, de 84 à 93, nous avons connu une transition du CMRN, 9 ans. Elle a généré un régime militaire totalitaire, en somme, qui a fait 26 ans au pouvoir, 24 ans au pouvoir. Au temps d'Addis, avec le CNDD, nous avons une transition de 2 ans en 2 phases. Elle a échoué par le fait d'avoir généré un civil qui a gouverné le pays avec toute la violence et toutes les conséquences que cela a produit pendant près de 11 ans. Lorsque le CNRD est arrivé, nous avons dit, écoutez, que les uns et les autres fassent leurs propositions, on va essayer de créer un cadre de dialogue inclusif à partir duquel on va croiser nos idées et on va voir quelles sont les activités les plus essentielles et qui correspondent à la vocation d'une transition afin de les mener. Et nous, au modèle, nous avons publié beaucoup de documents en rapport avec cet aspect en disant que par le fait des simulations, lorsqu'on parle du processus électoral Jacques Roger, nous avons été l'un des rares, pour ne pas dire le seul parti, à avoir dévoilé un programme par simulation selon toutes les étapes du processus électoral, c'est-à-dire de la production, du recensement des électeurs jusqu'à la production des cartes, jusqu'au vote. Nous avons déterminé quels sont les délais incompressibles qu'on pourrait avoir et quelles sont les formules par lesquelles on peut travailler à tout ça. Donc, nous avons une idée très claire des tâches à accomplir et des délais qui correspondent à ces tâches. Mais lorsqu'on refuse d'avoir un cadre de dialogue inclusif et qu'on essaye de diluer tout ça en parlant de cadre de concertation, à chaque fois qu'il faut se rencontrer pour discuter des questions essentielles, notamment en rapport avec le processus électoral, le ministre de l'administration du territoire, par le fait des injonctions de ses patrons, essaie d'associer des acteurs qui ne sont même pas concernés par ce processus électoral. Pour ne pas rigoler, mais je vous partage avec vous une anecdote. Un jour, on a été convié, la classe politique, pour discuter, selon l'intitulé de l'invitation, pour justement le processus électoral. On vient, on met en face de nous, on nous associe à des religieux et on nous fait savoir dans la salle que nous sommes venus pour présenter les vœux de Nouvel An au président de la transition. Vous savez, Jacques Roger, combien de fois cela dénote du manque de sérieux, parce qu'il n'y a pas de cadre défini, il n'y a pas d'ordre du jour. L'ordre du jour qui est généralement inscrit sur les lettres d'invitation, ce n'est pas cet ordre du jour qui est respecté. C'est pourquoi, à un moment donné, nous nous sommes dit que nous allons arrêter de tourner en rond, que nous ne nous sentons plus concernés par cette façon de faire. Et vous avez vu le CNT. La charte de la transition a été rédigée en catimini. Personne ne sait dans quelles conditions et quels sont les acteurs qui l'ont rédigée. Et vous avez vu que la répartition au niveau du CNT a consacré 15 places aux acteurs politiques sur 71. Donc, vous pouvez évaluer le pourcentage. Et même celui qui est à la tête du CNT aujourd'hui n'a pas été élu par ses pairs, ce qui lui aurait donné au moins une légitimité de circonstance qu'il aurait pu obtenir au moins de ses collaborateurs. Vous composez une institution qui doit jouer le rôle législatif de la transition, qui est composée de 71 personnes.
le minimum aurait été d'organiser des élections entre les 71 pour faire élire le bureau et faire élire le président de l'institution pour au moins lui conférer la légitimité nécessaire pour conduire l'institution. Donc voici en fait des choses concrètes qui dénotent qu'il n'y avait pas de sérieux, il n'y avait pas de démarche et qui montrent que le CNRD en fait a voulu jouer sur le temps tout en créant de la diversion et en essayant de prendre des acteurs politiques pour des jouets qu'on peut tourner de gauche à droite et puis voilà, essayer de les opposer à l'opinion publique par la caricature pour faire croire que si la Guinée n'est pas encore les États-Unis, c'est à cause des acteurs politiques, etc., etc. Ce discours d'intoxication, de diffamation auprès de l'opinion publique, malheureusement pour eux, ils se sont attachés les services de quelques acteurs politiques qui n'ont aucune représentativité et qui ne comptent que sur des situations comme ça, comme la transition pour exister, dont beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas animer une formation politique en composant un bureau exécutif complet, qui n'ont personne sur le terrain, qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de représentants, qui n'ont personne. Ils en ont fait une mouvance de la transition pour chercher à combattre ceux qui ont de la représentativité. Malheureusement, la Guinée est en train de tourner à rond et la transition est en train de prendre vraiment un sérieux coup. Aujourd'hui, on déplore des cas de mort, de la répression encore. Les quartiers sont assiégés et le monde entier est en train de découvrir le véritable agenda de la transition en Guinée, ce qui est vraiment dommage. Oui, mais justement, puisque vous parlez, ça devient un peu un bis repetita. Autant de compter, on a vu le même scénario, hein, avec des critiques et tout. Dadis Camara, ça a été pratiquement le même scénario. Le général Sekouba, un tout petit peu. Monsieur Alpha Condé, c'est pratiquement la même chose. Pour finir, je vais vous poser cette question qui va certainement vous mettre un peu mal à l'aise. Hein. Est-ce que la Guinée n'a pas de dirigeants qui méritent? Non, elle ne me met pas mal à l'aise. Le résultat répond pour moi. Si la Guinée avait de bons dirigeants, sûrement la Guinée ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Si aujourd'hui vous voyez toutes ces critiques formulées à l'encontre de ces différents régimes, c'est parce qu'en fait, il y a des Guinéens dont l'esprit est devenu plus éclairé et qui sont plus ambitieux pour leur pays, qui ont décidé de se mettre dans le jeu, dans la danse, et qui ont décidé d'éclairer suffisamment les lanternes des compatriotes, des concitoyens, pour les amener à faire des choix plus sérieux. Et Jacques Roger, ce que vous avez énuméré en citant les différents régimes qui se sont succédés, si vous évaluez, si vous allez plus loin, vous vous rendrez compte que tous ces dirigeants soit ont été mal élus ou n'ont pas été élus du tout. Donc, vous pouvez questionner l'histoire du processus électoral de la Guinée. Moi, je le fais, je travaille beaucoup en termes de recherche sur les processus électoraux. J'ai fait des études comparées par rapport à ça, des systèmes électoraux en Afrique de l'Ouest en particulier. Le cas de la Guinée, j'en connais un peu. Vous voyez que ce sont des dirigeants qui ne sont pas issus du suffrage. Et quand c'est comme ça, il faut rendre aux Guinéens la possibilité de choisir. C'est de cette façon qu'on va résoudre le problème. Lorsque des élections vont se passer en Guinée et que les candidats soient soumis au débat contradictoire et que les Guinéens aient la possibilité de regarder les projets de société qui se confrontent et que l'État joue le rôle de garant du bon fonctionnement des institutions électorales et de la transparence du scrutin et que l'État soit à une position à équidistance avec tous les candidats, sans jouer un rôle favorable ou défavorable vis-à-vis de qui que ce soit. Avec l'ouverture d'esprit dont beaucoup de Guinéens font preuve aujourd'hui, avec le monde entier qui est devenu plus ouvert, très interconnecté, les Guinéens pourront utiliser les outils de transparence qu'il faut pour faire élire le Guinéen le plus méritant à la présidence de la République. Lorsqu'ils se rendront compte que celui-ci n'est pas à la hauteur de leurs attentes, ils vont l'attendre au prochain rendez-vous électoral pour pouvoir le démettre du pouvoir. C'est ça la démocratie. Et c'est cette démocratie que nous souhaitons. Mais certains pensent que nous nous opposons à tout. Alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est ambitieux, ce n'est pas parce qu'on s'est débarrassé, si vous voulez, de la fièvre typhoïde aujourd'hui qu'on va vouloir avoir le palu demain, ou la lèpre, ou je ne sais pas quelle autre maladie. Si on se débarrasse d'une maladie, de son organisme, on continuera de se soigner lorsqu'on se sentira menacé par une autre maladie, mais on se protégera contre ça. C'est de cette nature que tous les États ont fonctionné. Je crois que l'Amérique a
compris que Donald Trump n'était pas le bon président, malgré que c'est eux qui l'ont élu, mais d'autres Américains aussi se sont mobilisés pour le débarquer de la Maison-Blanche et confier les clés à quelqu'un d'autre qui est actuellement en train de l'occuper. Ça, c'est la vitalité de la démocratie. C'est comme ça. Si demain, quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et qu'on se rend compte que celui-ci ne fait pas les affaires du pays, bien entendu, d'autres Guinéens conscients vont encore s'ériger contre lui. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de personnalisation, Oui, mais encore moins, il n'y a pas de oui, mais communautarisme, parce que certains ont tendance à amener ça dans ce sens. Et puis voilà. Ce sont les mêmes acteurs, c'est la même stratégie, ce sont les mêmes méthodes. Hein? Utilisation de l'axe Amdala et Koza pour des manifestations qui se soldent par des morts. C'est devenu bis repetita, M. Ba. Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Jacques Roger, oui. Jacques Roger, je vais vous dire une chose. D'abord, je refuse systématiquement le terme utilisation. Parce qu'on donne l'impression que ceux qui sortent, qui manifestent, n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas une vie, qui n'ont pas un ressentiment. Alors, c'est comme si eux, ils sont des jouets. Moi, j'ai vécu à Amdalaï. Au moment où j'étais étudiant, je vivais à Amdalaï. Et je suis connu là-bas, très connu là-bas d'ailleurs. Je sais ce qu'on subissait pendant qu'on était étudiant. J'ai participé aux manifestations de 2006, 2007. J'étais universitaire à l'époque, j'étais étudiant. Et personne ne m'avait dit que je devais sortir. Mais le quotidien que je vivais m'obligeait à sortir. C'est là le problème, c'est là le drame. Lorsqu'on fait croire aux gens, on utilise. Ah oui, nous, on faisait des incursions dans nos maisons. On renversait nos marmites, les marmites de nos parents. En pleine journée, on venait renverser la nourriture. Il y avait des gens qui subissaient ça tous les jours. On venait nous ramasser au terrain de foot pour nous amener à l'escadron de mobile. Certains d'entre nous s'en sortaient avec 20 coups de fouet pour rien du tout. Alors qu'il y a des événements qui se passent un peu partout dans le pays, c'est là-bas on débarque. Oui, donc, ce n'est pas d'utilisation, il n'y a pas d'utilisation. Parce que ces gens-là, écoutez, Jacques Roger, écoutez, ces gens-là, ils ont, pourquoi on pense que c'est un acteur politique qui les utilise, étant donné que l'histoire a démontré le contraire. Lorsque le RPG a été chassé de son siège à Matam, au temps de Lansana Conté, Alpha Condé a amené son siège sur l'axe Hamdalaï. Son siège est encore là-bas, il n'a jamais été caillassé. Donc son siège était venu là-bas parce que c'était le refuge le plus sûr pour les opposants à l'époque. Justement, oui. Et il était opposant au régime. Monsieur Ba, là, vous faites mon point. Écoutez. Non, attendez, j'arrive. Vous faites mon point là. Pourquoi il quitte son quartier pour l'amener à Hamdalaï? C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des personnes qui pourront l'aider à conquérir quelque chose. Donc, on peut parler d'utilisation aussi de cette population. Non, au contraire, Jacques. Il pense plutôt, à l'époque, il pensait plutôt qu'il s'est retrouvé dans un milieu où des gens vivaient la même injustice dont il était victime. Ce n'est pas parce qu'il venait là pour se faire pour utiliser qui que ce soit. Il venait là parce qu'il estimait à l'époque que ceux-là étaient victimes au même titre que lui, que l'injustice du régime dans Lansana Conté. Donc, il fallait se mettre ensemble pour être solidaire et faire face à l'injustice. Donc, ça ne voudrait pas... Moi, c'est seulement ce point. Le fait de vouloir dire utiliser, c'est comme si vous avez affaire à quelqu'un qui ne réfléchit pas par lui-même, qui n'est conscient de rien. Dites-moi, si vous êtes à Conakry, je sais que vous n'êtes pas venu à Conakry, à moins que je me trompe. J'espère pouvoir vous y inviter un jour. Hein? Vous l'avez pris au premier degré. Utilisation de cette façon mutuelle, ça se fait en politique, hein, vous comprenez. Hein? On utilise M. Ba pour passer notre message. M. Ba aussi utilise des populations pour obtenir gain de cause. C'est la politique, M. Ba. Oui, d'un côté, oui, Jacques Roger, vous savez, je ne vois pas, je ne vois pas en mal la question que vous avez posée, mais vous m'avez donné l'occasion de clarifier un certain nombre de choses que j'entends ou que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez, Jacques Roger, vous entendez même certains dire, hein, c'est triste pour nos compatriotes, victimisation. Ces gens, ils se victimisent. Vous comptez les morts. Les morts sont là, ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Après, on se dit qu'on se victimise. Ou vous entendez certains dire, ah oui, vous sortez les enfants dans la rue, on doit les tuer. Sortir dans la rue, c'est un crime, Jacques Roger. Même un crime mérite arrestation, procès. Ce n'est qu'un juge qui doit
déterminer si vous méritez la mort, la prison ou la liberté lorsque vous commettez un crime ou un délit. Mais en Guinée, on est dans une stratégie de banalisation de la mort quand ça arrange les gens. Lorsque des jeunes sortent dans la rue, c'est leur droit de sortir dans la rue. Parce que de toutes les façons, les textes de loi disent qu'ils ont le droit d'exprimer leur colère. Même si quelqu'un jette un caillou contre une balle réelle, Jacques Roger, c'est inadmissible. Je profite de votre question pour parler de ces sujets-là. Parce que ce sont des sujets qui sont traités par les Guinéens. Il faut à un moment donné que les gens, ils arrêtent. Qu'on soit capable d'arrêter cette hypocrisie et condamner les crimes d'État et dire que s'il y a des gens qui troublent l'ordre public, si éventuellement ça arrive, il faut encourager la police à procéder à des enquêtes, procéder à des arrestations et que la justice, et qu'on les traduise devant des tribunaux pour les condamner selon la peine qu'ils méritent. Ça, au moins, c'est républicain. Oui, ça, au moins, c'est humain. Monsieur Ba, mais lorsqu'on tue des gens, on dit oui, et puis d'ailleurs, la plupart dont on parle, vous avez vu des incursions dans les domiciles. Dans les domiciles des gens. Le domicile privé est sacré. Il est inviolable. Vous ne pouvez rentrer dans un domicile que lorsque vous avez un papier qui vous est délivré par un juge pour des besoins de perquisition. Non, monsieur, voilà. La question que je veux poser, à part des jeux comme vous, hein, vous avez subi pratiquement ce qui s'est passé au niveau de l'AS et maintenant vous êtes un leader. La majeure partie des leaders que vous voyez aujourd'hui étaient au gouvernement ou à un moment donné étaient au Premier ministre. Et quand ils étaient Premier ministre, c'était les mêmes pratiques. Rien n'a pratiquement changé. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui met un peu mal à l'aise, c'est-à-dire au moment où ils sont au pouvoir, ils pensent que les jeunes du lac, ce sont pratiquement, permettez-moi l'expression, des monstres. On peut utiliser tout ce qu'on peut pour casser des manifestations. Une fois qu'ils reviennent dans l'opposition, c'est en ce moment-là qu'ils se rendent compte que le combat de ces jeunes est assez noble. Et ce sont les mêmes personnes qui continuent toujours. Voilà ce qui me met un peu mal dans la politique guinéenne. Et des fois, je parle d'hypocrisie. Et on peut parler même parfois d'utilisation de façon malheureuse, hein, donc des populations qui réellement se battent pour des causes nobles. Oui, ce que vous dites a du sens. C'est arrivé, mais en attendant, puisque c'est de moi qu'il s'agit, et raison pour laquelle d'ailleurs j'encourage tout le temps ces jeunes à être activistes. J'en connais presque l'ossature de ceux qui composent cette zone géographique particulière. Il y a tellement de jeunes qui ont du talent, qui sont brillants et qui aujourd'hui essaient de faire ce qu'ils peuvent pour s'impliquer. Mais dans l'histoire des luttes politiques, que ce soit la Guinée ou d'autres pays, vous avez toujours des autres qui symbolisent la lutte. Lorsqu'on parle du racisme aux États-Unis et de la résistance contre le racisme ou pour les droits civiques, on fait référence souvent à Harlem. Nous tous, quand nous étions gamins, nous avons entendu parler de Harlem. Moi, j'avais l'impression que c'est une bonne partie du territoire américain qui s'appelait Harlem. Mais quand je suis venu et quand j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que c'est un quartier de Manhattan. Donc voilà, ça ne représente même pas 0,1% du territoire américain. Mais c'est symbolique. Lorsqu'on parle de Soweto, Soweto, c'est un quartier de Johannesburg, ce n'est pas toute l'Afrique du Sud. Donc, moi, je mets ça sous l'angle des symboles, mais ça ne veut pas dire que les autres Guinéens n'ont pas le même ressentiment. C'est ça. Alors, M. Ba, alors, tous ceux qui veulent avoir le maximum d'informations, rendez-vous à la conférence qu'organisera M. Ba. Ça sera donc à New York. Il vous donnera le maximum d'informations. Nous a donné pratiquement 45 minutes. Il nous reste 15 petites minutes et nous allons aller très rapidement pour prendre au moins une ou deux questions de nos frères donc, du panel rapidement et vous libérer. Hein. Alors, M. Ba, soyez un peu laconique dans vos réponses afin qu'on puisse couvrir deux petits segments. Ouais, c'est toujours passionnant. C'est toujours passionnant d'être avec Jacques Roger. C'est ce que je disais à mon ami Souma. Il me dit 45, il dit avec mon ami, on ira à 1h du temps, 1h30. Il me dit non, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est clair, voilà. Et pourtant, c'est mon patron, c'est le vice-président, donc je dois me conformer à ses directives. Hein. Il est gentil avec moi, il m'a donné seulement 45 minutes. Vous voyez, comprenez. Alors, on va aller très rapidement, M. Ba. Alors, bon, puisqu'on a parlé, on a déjà évacué le cas du... Bon, au niveau donc, du FNDC, il y a deux petites questions que je vais vous poser. Pour une petite question, hein. L'incarcération donc, de ces leaders à la prison civile, ce qui est une très mauvaise chose. Mais de l'autre côté, hein, c'est un militant, donc, ou bien c'est un supporter donc, de la junte, hein, pense que l'incarcération est un mal nécessaire et que ça permet un tant soit peu hein, de calmer un peu les choses au niveau donc, de Conakry. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas du tout une bonne idée parce que c'est un état d'esprit qui se construit. Vous savez, à un moment donné,
lorsque un mouvement prend de l'ampleur comme le FNDC l'a pris, le mouvement ne dépend plus de personne. Et le mouvement ne mène pas le combat d'une personne, d'un individu. C'est dommage qu'il y ait encore des arrestations de ce type, des arrestations dans des conditions arbitraires, des charges qui sont pas du tout vérifiables. Et c'est déplorable que des personnes comme Sekou Kounounou, Ibrahim Diallo, Biloba et Ponike Mengue et tous ces jeunes braves avec lesquels j'ai personnellement travaillé toutes ces années-là dans le cadre du combat contre le troisième mandat, avec lesquels on continue de travailler en tant que citoyen guinéen. J'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour eux. C'est une occasion pour moi de leur réaffirmer ma solidarité. Mais je crois qu'en Guinée, il faut savoir respecter le mérite des gens. C'est pas en les mettant en prison qu'on peut étouffer un état d'esprit qui s'est déjà forgé et qui s'est construit. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je crois que c'est pas de cette façon qu'on va résoudre les problèmes de notre pays. Effectivement. D'accord, ok. Alors, rapidement, par rapport au CNT, est-ce qu'on peut dire que le CNT est mort-né? Bon, écoutez, au début, oui, c'était, ça aurait été une institution pas représentative parce qu'elle n'est pas élue, mais un organe législatif qui pouvait faire un certain nombre de travaux avec un esprit d'ouverture pour associer les composantes les plus représentatives de la société. Malheureusement, c'est pas le cas. Les conditions par lesquelles l'institution a été composée, les cooptations, le copinage, d'amitié, d'approximation, de soutien, de récompense, tout ça a amené l'institution à se retrouver avec des personnes qui n'en sont connues de personne pour la plupart d'entre eux. Pour ceux qui sont là, beaucoup ne sont pas crédibles. Heureusement que nous avons à leur sein des personnes comme Maître Mohamed Traoré, qui méritent nos hommages et notre respect, qui prennent des positions courageuses chaque fois que c'est nécessaire. Alors, et au niveau, donc, rapidement parlons donc de la nouvelle constitution qui doit être proposée. Hein. Selon vous, qu'est-ce qui doit réellement, fondamentalement changer? Certains partis politiques parlent du bipartisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Deux partis politiques seulement en Guinée? Non, pas du tout, pas du tout, hein, pas du tout. Moi, je l'ai dit, en Guinée, et d'ailleurs, ce qui me choque, c'est le fait qu'on diffuse des fausses informations en faisant de la comparaison. Beaucoup d'entre eux parlent des États-Unis comme exemple, ou disent exemple aux États-Unis, comme s'il est mentionné dans la Constitution américaine que ce n'est que deux partis qui sont autorisés à exister. Dans aucun pays au monde, le bipartisme n'a été instauré par une loi, un système législatif. C'est plutôt des années de compétition électorale, des années de maturité politique qui ont généré deux tendances. Et les tendances, ce sont des tendances idéologiques et ce sont ces tendances qui permettent de regrouper plusieurs partis en compétition en grands blocs, c'est-à-dire le bloc de la gauche, le bloc de la droite. Aujourd'hui, il y a des centristes qui émergent dans les démocraties européennes. Et ici aux États-Unis, il y a deux tendances qui ne veulent pas dire forcément deux partis. Je crois que le multipartisme n'est pas très réprochable en Guinée comme nous l'avons théoriquement, mais le problème, c'est dans la pratique. Et qu'encore une fois, Jacques Roger, au lieu de s'encombrer de constitutions par-ci, par-là, qui souffrent d'application, il faut avoir des hommes qui ont suffisamment de grandeur pour donner de la valeur à la Constitution. Sinon, même si vous prêtez à la Guinée la Constitution américaine, elle ne servira à rien, parce que tant qu'il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de Constitution de valeur. Ça aussi, c'est certain. C'est pourquoi l'Amérique célèbre les pères fondateurs et tous les grands hommes qui se sont succédés au sommet de l'État. C'est parce que la Constitution n'a de valeur qu'à travers les hommes qui la mettent en application. Donc moi, je crois que le problème ne se trouve pas à une histoire de bipartisme ou de multipartisme. C'est plutôt le problème du respect des règles et principes de la démocratie. Lorsqu'on aura des élections qui vont se faire de façon régulière, les Guinéens vont se déterminer et peut-être deux tendances vont émerger dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est notre souhait. Mais le plus important est de permettre à tout le monde de compétir et les Guinéens feront leur choix. Et bien naturellement, au fur et à mesure, ceux qui ne peuvent pas
gagner des élections, ceux qui ne peuvent pas mobiliser de l'électorat disparaîtront d'eux-mêmes ou vont se fondre dans les partis qui sont plus représentatifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est très simple à faire en réalité. Mais comme on n'a pas envie de bien faire les choses, on la présente de façon complexe en se servant des exemples mensongers. On fait croire aux Guinéens qu'on connaît le monde étant donné que ce qu'on dit n'est pas vrai. Alors, revenons donc au dernier segment avant donc de prendre deux questions et vous libérer rapidement. Peut-être qu'on vous aura une autre fois. On va demander à notre ami Souma afin qu'on puisse. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais discuter avec vous parce que j'aime bien engager le débat avec vous et ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau donc de la Guinée. Hein. Alors, revenons par rapport à la rive. Avec plaisir, Jacques Roger. Peut-être enfin on se verra, pourquoi pas. D'accord, ok, merci, Enfin. bien sûr, effectivement. Voilà. Alors, parlons donc de la récupération donc des biens de l'État, la manière dont l'opération se passe au niveau donc de la Guinée hein, avec la CRIEF. La CRIEF, au départ, a suscité beaucoup donc de, j'allais dire, beaucoup de personnes avaient apprécié la création de la CRIEF, mais sur le terrain, la manière dont les choses se passent, je crois que ça laisse un peu à désirer. Hein. Le cas de M. Silou, et de M. Kassouri Fofana sont devenus un peu emblématiques, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas de M. Cellou Dalein Diallo. De façon générale, comment vous voyez un peu cette opération? Bon, je crois que la décision de créer la CRIEF a été une décision salutaire, honnêtement. On attendait dans la pratique voir comment tout ça se serait passé. Et je crois que les personnes qui sont citées, pour la plupart d'entre eux, ont exprimé leur souhait de se mettre à la disposition de la justice pour clarifier les dossiers sur lesquels ils ont des reproches. Et je crois que ce soit Tidier Touré, que ce soit Cellou Dalein Diallo ou les autres, pour ceux qui en connaissent encore les archives de leurs déclarations publiques, ils n'ont jamais manqué de dire qu'ils sont prêts à se justifier si nécessaire ou à répondre, mais en ayant des garanties que c'est une véritable justice qui doit être rendue. Alors, à leur place, lorsqu'on est parti à leur domicile pour en saisir et que la loi leur conférait le droit de faire des recours, ils se sont constitués des poules d'avocats pour engager une procédure en recours et qu'on n'attende pas la fin de cette procédure pour démolir le domicile du premier, confisquer, retirer le domicile du second, si vous êtes à leur place, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la justice qu'on veut rendre ou bien on veut régler des comptes? Sinon, la justice qu'on rend, c'est celle-là qui attend que toutes les procédures soient épuisées avant de, voilà, et se conformer à la décision finale. Lorsque vous avez une affaire pendante en justice, une autorité publique n'a pas vocation à se précipiter sur le sujet qui est en contentieux et puis en faire ce qu'il veut. Donc voilà en fait des démarches qui ont décrédibilisé la CRIEF dans sa façon de fonctionner. Il y a l'autre aspect aussi qui prête à confusion. La CRIEF cite des noms. Il y a des personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, les anciens dignitaires, les Kassouri Fofana, les Damaro et autres. Mais jusqu'à présent, ça fait combien de temps? Je crois que leur procès doit être organisé afin qu'ils soient complètement situés sur leur sort et que les charges qui sont retenues contre eux soient délibérées selon les règles du droit. Et l'autre aspect aussi est le fait que la CRIEF ne s'intéresse pas. C'est vrai que c'est un tribunal, enfin une juridiction pour les crises économiques et financières, mais il faudrait que parallèlement à ça, que les crimes de sang, qu'on en parle. Il y a eu beaucoup de personnes innocentes qui ont été assassinées sous l'ancien régime, qui ont d'ailleurs justifié le coup d'État du 5 septembre. Pourquoi on ne parle pas de ça? Quelle est la responsabilité des forces de défense et de sécurité par rapport à ces situations-là? Et même lorsqu'on parle de délits financiers en Guinée, mais écoutez, toutes les corporations de la société sont concernées. Parce qu'il faudrait regarder du côté aussi de la gestion des ressources de l'armée et des autres facteurs pour pouvoir déterminer comment tout ça a été géré. Donc, il ne faut pas qu'on soit sélectif et que derrière, on pense que ceux qui vous observent ne sont pas intelligents. Je crois que la CRIEF, théoriquement, c'était une bonne idée, mais dans la façon de faire, ça peut être à suspicion. D'accord, alors je vais prendre deux questions rapidement et puis peut-être vous libérer. Alors, nos amis, je vais prendre deux personnes. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Vous avez une minute pour poser une question courte et puis voilà. On va directement du côté de mon ami, hein, Aboulaye Barry, que j'appelle affectueusement le bon Barry. Allez-y pour votre question.
Oui, monsieur Jacques, bonsoir. Je dis bonsoir à notre invité. Bon, j'ai pas de question pour Aliouba. Je lui dis bonsoir en passant. Et ça fait Bon, plaisir bonsoir, monsieur de Barry. l'entendre. Bien. Merci beaucoup. Alors, la toute dernière question qu'on va prendre, c'est donc la question de M. Lamine Condé. Hein. Lamine Condé, pas de commentaires parce qu'on n'a pas de temps. Nous allons libérer M. Ba parce qu'il a une autre obligation rapidement. Allez-y pour votre question. Allô, monsieur Jacques Roger? Bon, oui, bonsoir. Non, j'ai pas de question. Je voudrais faire un commentaire bon, mais après. Bonsoir, monsieur Ali. Voilà. Salut, Lamine. Comment vas-tu, cher ami? On est en guerre, hein. C'est pas grave. Voilà. Ah, on peut pas être en guerre. On peut pas être en guerre, Lamine. C'est pas possible. On est en guerre. On est en guerre. D'accord, je vais me rattraper. Faut pas rajouter à ce qui se passe au pays. On peut pas être en guerre. Soyons plutôt solidaires face à la menace commune. Je t'appelle après l'émission. D'accord, voilà. Vas-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, cher ami, monsieur Aliouba. Alors, je vais vous laisser vous adresser à vos compatriotes, certainement, votre mot d'espoir, et puis pourquoi pas le mot de fin, et puis nous rappeler un peu votre conférence de presse qui doit avoir, conférence, j'allais dire débat, qui doit avoir donc lieu, qui aura lieu, j'ai dit, bon, là, j'y viens, voilà, j'y arrive maintenant, qui aura lieu donc ce dimanche. Allez-y, monsieur Ba. Oui, merci beaucoup, Jacques, encore une fois, et j'appelle tous nos concitoyens qui sont ici aux États-Unis, particulièrement à New York et dans les alentours, et qui peuvent d'ailleurs aussi se déplacer des autres villes, que à l'initiative de la Fédération du modèle États-Unis, nous sommes en tournée. Nous avons un meeting qui se tiendra ce dimanche à New York à partir de 17h à la salle qui se trouve juste à côté de la mosquée 166 ici dans le Bronx. Ce sera une occasion pour nous d'échanger avec vous sur tous les sujets brûlants de l'actualité et pour parler aussi de la vision du modèle et de nos projets d'implantation en Amérique du Nord. Donc, je vous invite vivement à prendre part. Ça va être environ 3 heures de débat, de discussion autour de la Guinée, de l'intérêt de la Guinée et de tout ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Et donc, je vous attends impatiemment, nous vous attendons impatiemment. Et je profite pour remercier et féliciter tous les militants et sympathisants du modèle ici aux États-Unis et féliciter la fédération sous le leadership du vice-président M. Souma et aussi remercier M. Ndiare qui est au service de communication qui a facilité ma participation à ce débat de ce soir. Et je salue Jacques Roger, tous vos panélistes, et également vous-même. Je vous félicite pour la persévérance. Ça fait déjà beaucoup d'années que vous animez les débats talk-show sur les sujets africains. Je vous exhorte à continuer de cette façon. L'Afrique nous est chère. Nous voulons que l'Afrique brille et chacun de nous a sa part de contribution pour que cela soit. Et merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Voilà, merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir, cher ami. Merci, Jacques. Voilà.